Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à l'École des Chartes pour cette conférence de professeurs invités. Nous accueillons ce soir, j'en suis ravie, Madame Kouki Fianu qui vient de l'Université d'Ottawa, qui est historienne médiéviste, professeure invitée donc à l'école par Olivier Guyojanin, professeur de diplomatique et d'archivistique médiévale. Donc, Madame Fianu, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes une habituée des projets, des partenariats scientifiques avec la France. Et ce soir, je crois, vous êtes spécialiste d'histoire médiévale, de diplomatique également, puisque vous êtes intéressé en particulier aux faussaires, au métier aussi du livre au Moyen-Âge, et dans un passé plus récent et très actuel également aux documents notariés. Et ce soir, vous nous proposez donc une conférence sur l'exploitation de ces documents notariés, mais dans un contexte qui est désormais très en vogue, celui de la numérisation, de la prise en compte des sources par l'outil numérique, avec de nouvelles perspectives de recherche, notamment d'analyse quantitative, qui sont extrêmement d'actualité et auxquelles on est très attaché ici à l'École des Chartes, puisqu'une partie de l'enseignement, aussi bien dans la maquette formation des archives paléographes que dans nos masters dédiés aux sources, à l'exploitation des sources numériques, traite du sujet. Donc voilà, et c'est vrai que le développement actuel de l'école, de son laboratoire de recherche, prend s'attache pour une part très importante à ces problématiques scientifiques d'exploitation des documents dans une perspective numérique. Donc votre conférence s'inscrit, je dirais, à plusieurs titres dans les centres d'intérêt de l'école, et nous sommes donc d'autant plus ravis de vous accueillir pour cette raison même à l'école ce soir. Voilà, donc je vous laisse sans plus tarder la parole en vous remerciant donc pour votre présence ici ce soir, pour votre présence plus généralement donc, dans le cadre des enseignements de l'école, dans le cadre de cette invitation. Et donc voilà, donc merci pour votre conférence et à tout à l'heure pour les questions. Oui, merci. Alors bonsoir tout le monde, Madame la directrice, chers collègues, étudiants et amis. Quand Olivier Guyojanin a évoqué il y a plus d'un an l'éventualité d'une invitation à l'École des Chartes, je me suis sentie bien intimidée et honorée à la fois. Pour quiconque étudie l'écrit médiéval, l'école est un lieu d'érudition, de recherche rigoureuse, mais aussi d'innovation et d'ouverture avec ses collections numériques de textes et de documents. Vue d'Ottawa, l'école est une sorte de, je dirais pas paradis, c'est un peu exagéré, mais d'Eldorado, disons. Donc, merci à vous, Madame la directrice, merci à Olivier de m'accueillir et de me donner l'occasion de présenter mes travaux que l'école a bien voulu accueillir, d'ailleurs, dans ses publications, d'abord sous la forme d'une édition électronique, qu'on verra tout à l'heure, et puis sous la forme d'une monographie, dont le livre est ici, paru en 2016. L'édition électronique, il faut le dire, a été très largement faite avec l'aide de Florence Claveau, qui travaillait ici à l'époque, qui était la personne en charge de la numérisation et surtout de la mise en ligne, pas de la numérisation, mais de la mise en ligne, et c'est grâce à elle que ce projet a pu voir le jour. Mon objectif aujourd'hui est de vous présenter les résultats de cette recherche, et ce faisant de montrer combien les deux formats de publication, électronique et papier, sont complémentaires plutôt que redondants, combien les outils numériques ont permis de percevoir autrement des documents, les registres notariés, étudiés de très longue date. Un plan en 3 parties parce qu'on est en France. Une petite présentation rapide des notaires d'Orléans, et puis ensuite la question essentielle, enfin, ou en tout cas centrale, qui a animé les travaux, qui est pourquoi allait-on chez le notaire, et enfin une série d'hypothèses dans une courte 3e partie, hypothèses que je soumets à votre réflexion et pour lesquelles j'écoute et j'entends toutes les critiques et commentaires. Alors, allons-y. Les notaires d'Orléans. Il semblerait que ce soit par un édit royal de janvier 1303 que 15 notaires furent institués auprès du prévôt royal au Châtelet d'Orléans. C'est du moins ce qu'affirme une ordonnance de 1512.
Il est vrai que depuis la toute fin du XIIIe siècle, le prévôt d'Orléans authentifiait par son sceau des actes de plus en plus nombreux. Autour des années 1300, on assiste même à Orléans, comme ailleurs, à un basculement très net, alors que les officialités avaient jusque-là conféré l'authenticité aux actes privés, elles furent rapidement remplacées dans cette fonction par les prévôtés. La création au début du XIVe siècle d'un corps de rédacteurs chargés d'assister le prévôt royal dans la rédaction des lettres de prévôté ne doit donc pas nous surprendre. Orléans participait au mouvement qui voyait s'organiser et se multiplier les bureaux d'écriture royaux au nord de la Loire. Alors que ses homologues des villes avoisinantes étaient qualifiés de tabellions, le notaire orléanais se désignait du titre de clerc, notaire, juré de Chastelet, sans doute par référence à l'image de ville universitaire et d'études du droit qu'avait Orléans. La présence et la fonction du notaire ne sont toutefois visibles dans les actes privés qu'à partir du milieu du XIVe siècle, lorsque le saint manuel du notaire se glisse au bas des actes. On y lit son nom, suivi ou précédé d'un N qui rappelle sa fonction. Il faut encore attendre près d'un siècle pour le voir activement impliqué dans la rédaction des actes. En effet, en mai 1432, le prévôt défendit que plus d'or en avant ne soit mis ni écrit en style ou langage dédit notaire ou avait écrit établi par devant nous en droit, mais pour et en lieu aura écrit et sera mis d'or en avant dans les lettres que passeront les dits notaires à Orléans et ailleurs, en langage et style des dits notaires, donc à la place de établi par devant droit, ils doivent maintenant indiquer à tous, etc., savoir faisons que par devant tel clerc notaire de Chastelet d'Orléans vint et fut présent en sa propre personne, tel ou tel, etc., lequel, etc., promettant en la main du dit notaire, etc. En témoin de ce, nous, garde dessus nommés, à la relation des dits notaires, avons fait mettre à ces présentes lettres le sel de la dite prévôté d'Orléans. Ce fut fait et passé tel jour et tel an. Les notaires sont maintenant inscrits dans les actes eux-mêmes à titre de témoins et de rapporteurs de paroles entendues. C'est dans sa main, dans la main du notaire, que reposaient les ententes et d'elles que sortiraient les conventions mises en forme, prêtes à recevoir la validation du prévôt. En 1432, le prévôt mettait fin à la fiction de la comparution des parties devant lui et exposait dorénavant la fonction testimoniale du notaire. Le notaire orléanais, contrairement au notaire parisien, exerçait également en justice, en tant que greffier ou enquêteur. Il rédigeait des procès-verbaux, menait des enquêtes ordonnées par la cour et témoignait dans des cas litigieux. Par exemple, et je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, le 18 avril 1437, au dîner de Coudroy, fit appel au notaire Pierre Christophe pour enregistrer ses propos face à son maître. Voici l'édition telle qu'elle est publiée sur ELEC, à l'École des Chartes. Donc nous avons cette histoire d'Audinet de Coudroy, cordonnier d'Orléans. Alors vous remarquerez que quand on passe sur le... C'est chouette, hein. Ça fait de la magie quand même. Alors, où est-il notre Audinet? Il est là, le voilà. Donc, cordonnier d'Orléans, en présence de Pierre Christophe, le notaire juré de Châtelet d'Orléans, se transporta par devers la personne de Pierre Anxaume, aussi cordonnier d'Orléans, qu'il trouva au Chastelet d'Orléans. Et à la personne du dit Anxaume, le dit Audinet dit au dit Pierre qu'il était prêt de le servir en son métier de cordonnier et accomplir de son côté tout le contrat qu'il avait avec lui selon et par la manière que promis lui avait en lui payant la somme de 7 écus d'or ayant de présent cours pour raison de l'année qui échera à la fête de Toussaint prochaine venant. À ces choses, lui faisait savoir enfin qu'il n'eut cause d'ignorance, à quoi le dit Pierre Anxaume ne lui répondit aucune chose, dont le dit Audinet requit au dit notaire instrument. C'est donc un notaire qui enregistre un silence et qui enregistre évidemment la querelle entre les deux.
Donc, les notaires font ça aussi. Alors, enfin, le notaire orléanais rédigeait également divers documents pour le compte de la municipalité, comme des comptes, des lettres, etc., ou pour des institutions ecclésiastiques, des hôpitaux, des couvents, le chapitre. Le notaire du Châtelet d'Orléans apparaît donc comme un spécialiste de l'écrit juridique et administratif au service des institutions locales. Voyons qui est Pierre Christophe maintenant. D'abord qualifié de clerc de la prévôté, Pierre Christophe fut institué notaire en février 1423 et exerça à ce titre jusqu'en novembre 1450. De ses 27 ans de service, il reste aujourd'hui 11 registres de notes, des conventions ou des faits qu'il attesta en tant que témoin. Je choisis de parler de notes plutôt que de minutes, d'une part pour reprendre l'expression utilisée par les notaires eux-mêmes en intitulé de leur registre, et d'autre part parce que la minute renvoie à une matérialité différente, celle de feuilles volantes. La note du notaire orléanais est donc son témoignage, tant d'un contrat que d'un procès-verbal, un instrument, inscrit dans son registre. Les 11 registres existants couvrent entre 12 et 24 mois chacun et s'étendent de 1423 à 1450 avec d'importantes lacunes. Tous ne sont pas en bon état. Parmi les moins abîmés figure celui qui commence en avril 1436 et se termine abruptement en mars 1438. Il est composé de 15 cahiers de papier. Je vais aller vite, ce n'est pas nécessaire de tout lire. Je voulais vous montrer l'intérieur des couvertures avec un joli poème ici sur le 3e de couverture d'un clerc, visiblement, qui écrit « Si bien ne vous plaît mon service ou que mes faits en moi voyez, dites-moi va-t'en, sans malice, et je dirai adieu soyez. » Un certain Puissard, dont je ne connais pas par ailleurs l'existence. Donc, un registre qui se compose de notes, chaque note séparée d'un espace, chaque note introduite par une date, ou en tout cas une référence à une date, comme ici le 10 jours. Chaque note qui a fait l'objet d'une expédition est indiquée, 1 F quand on en a fait une, 2 F quand on en a fait 2, 3 F quand on en a fait 3, etc. 3 c'est le maximum. Et pas de F quand on n'en a pas fait, c'est-à-dire quand la note est restée à l'état de note et n'a pas donné lieu à la rédaction d'un acte scellé d'une grosse. Voilà à quoi ressemble une page de registre. Et vous remarquez que c'est très propre, qu'il n'y a pas de cancellation, qu'il y a des marges qui animent cette information, qui recueillent cette information des actes faits, mais donc des registres qui sont extrêmement propres. Ce ne sont pas des brouillons, c'est bien un travail minutieux qui est là. L'ordre est chronologique, sauf avec un petit endroit où il y a des choses de mars qui sont en janvier, mais sinon, globalement, tout le registre est en ordre chronologique. Pour fin d'analyse, j'ai retenu l'année 1437, qui comprend 387 notes, du folio 56 verso au folio 151 verso. Le choix de l'année a été dicté par la documentation existante. 1437, il ne se passe rien. Mais c'est surtout la première année pour laquelle existe plus d'un registre notarié orléanais et donc la première année qui permet des comparaisons entre pratiques notariales. Dans ce cas, entre 3 notaires, Pierre Christophe, Guillaume Giraud et Jean de Recoing. Grâce à une équipe d'assistants étudiants de maîtrise, et je tiens à ce qu'ils soient à nouveau remerciés pour le magnifique travail qu'ils ont fait pendant plusieurs années, les notes de Christophe, mais aussi celles de Giraud et de Recoing pour 1437 ont toutes été transcrites et saisies dans une base de données multirelationnelle. Voilà à quoi ressemble la base. Très rapidement, un acte avec sa transcription,
des identifications qui finalement n'ont servi à rien, mais c'est comme ça quand on commence un projet, on pense qu'on va s'interroger sur toutes sortes de choses et puis finalement on ne le fait pas. Donc ça vraiment aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. Ça, c'est extrêmement utile puisque ça met en lien tous les participants et que ça identifie les relations et toutes les informations qu'on a sur eux, s'ils sont mentionnés, décédés, qui est le notaire, etc. Donc la base acte, la base participant et la base opération sont toutes en relation les unes avec les autres. Alors, au total, 2150 notes ont été entrées dans la base. Cela a permis, dans un premier temps, de reconstituer des réseaux d'individus, des réseaux de transactions, des types d'actes. Une typologie que j'ai faite au début et je me dis que finalement ce n'était pas forcément une bonne idée parce que j'ai appliqué moi-même ma conception de ce qu'était la note ou le contenu et que ce n'est pas forcément ce que le notaire médiéval aurait vu. Il n'aurait pas vu la même chose que moi, mais en tout cas, elle existe, cette typologie, et elle insiste ou elle montre que le crédit est très largement ce qui domine chez le notaire. Obligation, quittance, obligation, quittance, oui, c'est ça qui domine largement, suivi ensuite des ventes et des prises à faire. Et puis ensuite toute une série d'actes isolés qui n'apparaissent qu'une ou deux fois. La base a permis plus généralement de recouper des éléments a priori indépendants les uns des autres et c'est là que le travail avec les outils numériques, électroniques s'avère le plus intéressant. L'édition complète des notes de l'année 1437 pour Christophe a permis dans un deuxième temps de mener des enquêtes lexicales. Un programme de concordance, ici Small Concordance Program, SCP, a mis en évidence ces termes qui reviennent constamment et qui sont des formules. Des formules telles que, en rouge, confesse devoir, obligeant parfois, etc., renonçant coup, etc., confessant avoir eu et reçu, confesse devoir, etc., etc. Donc, ces formules, habituellement négligées par la recherche, qui pistent davantage les relations familiales ou économiques dont les registres notariés seraient les dépositaires, ces formules, je pense pour ma part, dans leur banalité, elles révèlent la nature profonde de ce qui se passe chez le notaire et méritent d'être étudiées comme des indices signifiants, parce que banals, justement. Au cœur des formules apparaissent les termes promettre, confesser, s'obliger, renoncer, quitter, tous des mots relevant du vocabulaire de la soumission volontaire. Alors ça, c'est un exemple, une capture, un exemple de ce que donne SCP lorsque on lui fait faire la moulinette. Et c'est l'exemple pour promettre PROME et toutes les occurrences et l'environnement, bien sûr, du mot ou des déclinaisons de promettre. Enfin, la mise en ligne de l'édition accompagnée de la photographie en regard de la transcription constitue un dernier élément du traitement visuel, cette fois, des données. Pourquoi allait-on chez le notaire? Il y a la théorie et puis il y a les pratiques. Dans la mesure où aucune autorité n'imposait le recours au notaire ou au tabellion, ni la possession d'un acte attestant des transactions pour exécuter une action en justice, on peut se demander qui faisait appel au notaire et pour quelles raisons. La question n'est évidemment pas nouvelle. La réponse la plus courante est celle de la valeur probatoire de l'acte, voire de la note, et de son caractère exécutoire. L'acte authentique servait de preuve de la réalité de la transaction et permettait en principe de faire exécuter en justice ceux et celles qui enfreindraient la convention contenue dans l'acte. Enregistrer une convention dans le registre du notaire permettait en outre de la retrouver dans le cas de perte de l'acte scellé.
Toutefois, face à la théorie, on observe des pratiques qui la nuancent et des questions auxquelles elle ne répond pas. La première est liée à l'adage « témoin passe lettre ». Il faut attendre les ordonnances de Moulins de 1566 pour que lettre passe témoin dans les transactions de plus de 100 livres. Et encore un siècle pour que la grande ordonnance civile de 1667 donne priorité à l'écrit sur le témoignage oral dans la transaction des moins de 20 livres. Dans les transactions de moins de 100 livres. Au XVe siècle, tout écrit authentique est donc susceptible d'être contredit par deux témoignages oraux. Les travaux précis manquent encore, mais l'examen des registres de la cour d'assises d'Orléans indique qu'en cas de conflit, le juge envoyait un notaire faire enquête plutôt que de reposer sur des actes existants fournis par les parties. Une deuxième nuance vient de l'observation des registres de notes. Leur aspect physique, sans mention marginale ni marque d'annulation, sans index ni table des noms, soulève de forts doutes sur leur caractère dit pratique ou leur utilisation pour retrouver des conventions passées. En outre, les notaires, et Pierre-Christophe ne fait pas exception, enregistraient essentiellement des actes de crédit. Si l'on allait chez le notaire pour prouver son bon droit, ce droit ne concernait-il donc que l'obligation plutôt que la possession? Et pourquoi? Enfin, nombre d'inconsistances, voire de contradictions, entre notes et actes scellés ou entre notes elles-mêmes, parsèment le registre étudié. Prenons les notes 36, 37 et 38. Dans la note 36, Jean Popin et sa femme Belon prennent une maison et des terres de Guillaume Grelle, chanoine de Saint-Aignan, pour 24 sous parisis de rente annuelle et perpétuelle. Le notaire enregistre la prise à rente, indique qu'il en a produit 2 expéditions par les signes FF en marge. Il faudrait que je vous les montre. Vous voyez les 2 petits F en marge. Il signale que les parties se sont obligées, l'une à payer au terme prévu de la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin, l'autre à garantir la transaction. Dans la note 37, le même jour cependant, on trouve des nuances au paiement de la rente. Si les époux versent au chanoine 16 royaux d'or avant 3 semaines, c'est-à-dire le 17 février, ils pourront garder la maison et les terres sans charge ni rente. S'ils versent 8 royaux d'or en un coup, avant 3 ans, les époux ne paieront que 12 sous parisis, donc la moitié de rente annuelle. Cette convention ne donne pas lieu à la rédaction d'un acte. Il n'y a pas de F en marge. La note 38 introduit un nouveau personnage. Le même jour, Étienne Villedard, marchand d'Orléans, s'engage à verser aux chanoines dans les 8 jours un royal d'or au nom du couple devenu ainsi débiteur du marchand. La note renvoie à l'entente sur le délai de paiement, précisant que ce royal d'or sera déduit des 16 royaux dus si le versement se fait dans le délai prévu avant le 17 février, mais qu'il sera perdu si le paiement survient après. Il n'est pas fait d'acte scellé, de grosses expéditions de cette convention non plus, pas de F en marge. La note 36 a donné naissance à un acte scellé, en double exemplaire, mais les notes 37 et 38 sont restées à l'état de notes. Ce sont des contre-lettres.
On connaît de ces contre-lettres qui sont citées par ailleurs par Timbal dans son étude sur les obligations, mais aussi reprise par Olivier Guyot-Janin. Il y a un magnifique exemple d'un mariage qui a lieu en 1354, où le tabellion raconte qu'il a produit un acte, mais qu'ensuite la famille l'a rappelé en lui disant non, 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 c'est pas ça qu'on voulait, on va le changer, on vient chez vous, on le change. Donc ce qui avait été fait publiquement a été modifié de façon privée, discrète, et il a fait donc un deuxième acte qui visiblement annule le premier, mais personne n'est venu le chercher, dit-il. On voit là qu'il y a un jeu avec ces documents qui nous échappe un peu. À l'instar des déclarations étudiées par Claire Dolan pour le XVIe siècle, les contre-lettres présentes dans le registre de Christophe indiquent que chez le notaire se construisaient des réalités acceptables en droit, des réalités sociales acceptables en droit et modulables au gré des relations. Notes et actes notariés étaient authentiques, en ce qu'une autorité les validait. Mais ils n'en étaient pas pour autant vrais, c'est-à-dire en adéquation avec la réalité. Ils rapportent la réalité d'une relation validée tout en exposant des faits, réels ou fictifs, acceptés de tous. Le contraire d'un acte authentique n'est pas un acte faux, mais un acte apocryphe, comme le signalait Bernard Guenet. Pourquoi aller chez le notaire alors ? La question s'est posée avec encore plus d'acuité après avoir constaté les limites ou les bizarreries du matériau notarié. La démarche que j'ai privilégiée est l'étude exhaustive des notes d'une année, dans l'hypothèse que ce regard continu allait me permettre d'identifier des réponses. Le notaire légitime les transactions. Il est certain que les contractants qui recouraient au notaire attribuaient une efficacité à l'institution notariale. Mais laquelle ? Prenons le cas de la vente intervenue le 24 août 1437, que vous avez ici. La note 255 spécifie cette vente, faite pour le prix et somme de 11 réaux en or, payée et baillée en personne. Or, la note qui suit correspond à une contre-lettre, est une obligation de Thomas confessant devoir à Colin, paroissien de Saint-Marceau, 3 royaux d'or dans les 15 jours solde de la somme de 11 royaux payés pour acheter la masure ci-dessus. Quoi qu'en dise le notaire, il n'a pas pu assister le 24 août au versement des 11 royaux puisque celui-ci n'a pas eu lieu. Les deux notes ont engendré un acte authentique, à en croire les F en marge, censé être probatoire et exécutoire. Mais tandis que l'une est destinée à l'acheteur, qui peut ainsi faire valoir sa possession, l'autre est conservée par le vendeur créancier, qui doit encore percevoir 3 royaux sur les 11 qu'il dit attendre de la vente. Dans ce cas, on assiste à la construction d'un réel. Le premier contrat s'est fait dans l'harmonie, à la satisfaction des parties, même s'il ne dit pas exactement ce qui s'est passé. L'efficacité notariale consiste donc à dire le consensus et à exprimer la concorde, à placer les contractants dans un univers judiciaire qui publicise et légitime les pratiques notariales et leurs acteurs. La procédure elle-même est légitimante, que le contenu soit vrai ou non. Le notaire authentifie les transactions. Est authentique, et pas forcément vrai, ce qui est reconnu par une autorité valorisée, notoire et légitime au moment du contrat. L'acte notarié est un baromètre de la puissance reconnue à un pouvoir, celui qui scelle, de dire la paix et de maintenir l'ordre. L'évêque, un seigneur, le roi, un bourgeois. Depuis le XIIIe siècle, la rivalité est vive entre autorités laïques et ecclésiastiques pour définir l'authenticité. Et j'en veux pour témoin ce passage de Jean Juvénal des Ursins. Combien qu'il soit licite à un chacun de passer sous les sceaux de l'Église toute manière d'obligation, vendition, donation, échange, procuration, baux,
ferme et à rendement, et toute autre manière de contrat. Toutefois, les officiers du roi font souvent défense au sujet du roi qu'il ne le fasse et s'efforcent d'empêcher les notaires de l'Église qu'il n'ait maison ou logis en publique place où le peuple puisse avoir accès à eux. C'est ce que dit l'archevêque de Reims, conseiller du roi, en 1452. En dépit des protestations de l'Église, les pouvoirs royaux ont gagné la lutte. Affirmer l'authenticité est une prérogative royale à la fin du XVe siècle. À Orléans, l'authentification relève de manière croissante des notaires royaux depuis le début du XIVe siècle. Enfin, le notaire expose un rapport social. Chez le notaire, les parties contractantes engagent leur corps, leurs biens, leur âme. Le rapport social mis en scène dans le document notarié s'affirme comme un rapport de dépendance, voire de soumission volontaire. L'examen du vocabulaire des actes scellés montre que le contrat est une promesse publique. C'est le mot qui ressort visuellement des documents. Et là, je quitte le registre pour aller sur des actes scellés. Voilà ce qu'on voit quand on regarde un acte. Et ce qui saute aux yeux, bien entendu, c'est qu'il y a des mots qui sont plus importants que les autres. Celui qui m'intéresse, c'est la promesse. Généralement, le plus important dans ces actes. Il ressort des documents. 251 occurrences de promettants et de ses variantes dans les 387 notes du corpus. Celles qui comportent ce mot « promettre » dans les notes sont relatives à des ventes, à des accords, à des procurations, à des transferts de dettes ou des promesses, bien sûr, mais pas à des obligations. Le mot « foi » et le serment, par lequel une partie prend Dieu à témoin de son engagement, figure dans 103 des 387 notes, et c'est-à-dire 2/3 des serments figurent dans les obligations. Dieu est pris à témoin pour sécuriser des engagements sur l'avenir. Enfin, la confession et ses variantes. Comme la confession pénitentielle imposée aux fidèles à partir du XIIIe siècle, la confession des actes notariés restaure la concorde, produit un indice de vérité en prenant Dieu à témoin et établit un rapport hiérarchisé. 232 mentions de confession dans les 387 notes figurent dans le registre, et surtout pour les obligations. Ces trois aspects, me semble-t-il, sanctionnent la légitimité de l'autorité qui entend la convention, et ils font peser sur le débiteur la responsabilité de l'ordre social. Donc, le notariat orléanais apparaît comme une institution qui lie, sur un mode volontaire, les parties venues devant le notaire lui soumettre leur convention. Et j'en arrive à mon dernier point. Celui des hypothèses. La première hypothèse, c'est que ce notariat orléanais s'est fait comme une institution au profit des puissants. Les bénéficiaires de l'ordre notarial sont les puissants qui l'ont instauré, qui l'utilisent et le légitiment en y recourant. Un exemple de ça m'a paru clairement lorsque j'ai fait la recherche par mots sur les dons, pas les donations. J'ai cherché le mot « donne ». Qui donne ? D'abord, je m'étais rendu compte que de très nombreuses donations, enfin ce que moi j'appelais des donations, étaient faites au profit des étudiants.
des étudiants de l'Université d'Orléans pour leurs vivres, livres et autres nécessités, et par amour des étudiants. Ça vous plaît, hein? Et donc, en voyant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on donne, comme ça n'importe qui donne aux étudiants? Et surtout, ce qu'on leur donnait, c'était des quittances. Pas des quittances, excusez-moi, des obligations, des reconnaissances de dette. Alors, j'ai fait l'enquête sur les 3 lettres, D, O, N, et toutes les variantes. Et je me suis rendu compte qu'à côté des donations, il y avait toutes sortes d'autres actes qui mettaient en scène des étudiants qui recevaient de ces obligations. Et les notaires orléanais entretenaient la fiction du don, là où il y avait des pratiques interdites de transaction de crédit et de cession d'obligations. Ce faisant, le notaire permettait à des étudiants de se constituer des réseaux d'influence et de pouvoir qui leur fournissaient des avantages matériels et symboliques, l'étudiant ayant un accès direct au notaire, au prévôt, qui était le protecteur, le gardien des privilèges de l'Université d'Orléans. Et donc, on voit bien que donner une obligation, essayer de se faire payer par un débiteur qui refuse de payer, peut être contourné en donnant cette obligation à un étudiant qui immédiatement fait exécuter à la prévôté. Et même si l'étudiant est en Bretagne, il y a un cas comme ça où le débiteur est en Bretagne et l'étudiant orléanais fait revenir le débiteur qui est en Bretagne jusque chez le prévôt d'Orléans pour faire exécuter. Et là, du coup, on comprend tous ces dons qui étaient faits aux étudiants, peut-être pas pour vivre, livres et autres nécessités et par amour, mais clairement par un intérêt d'accès à la prévôté. Les puissants se servaient du notariat comme d'un outil de contrôle social. La notabilité passait par l'écrit juridique qui authentifiait et légitimait. La domination s'alimentait de la même façon, avec l'essor du recours aux droits et aux tribunaux. Ces puissants ont mobilisé à leur profit des processus bien ancrés, ceux de la vassalité, avec le serment et l'obligation, ceux de la chrétienté, avec la confession, pour affirmer leur prééminence. La seconde hypothèse qui m'est apparue est celle qu'on est face à un écrit, l'écrit notarié, qui dépersonnalise. Le cas me paraît flagrant avec l'exemple du porteur de lettres. Dans les actes scellés de baux, puis dans les notes elles-mêmes, alors je suis bien consciente que les actes et les notes, ce n'est pas exactement la même chose, et là on le voit bien, la formule au porteur de ces lettres apparaît d'abord dans les actes avant d'entrer dans les notes. Mais quoi qu'il en soit, dans les notes, dans les notes des notaires, à partir de 1420, la mention d'un porteur de lettres se fait de plus en plus fréquente. Pierre Christophe l'introduit en août 1437 dans tous les contrats de ferme qu'il enregistre pour l'abbaye Sainte-Verte. Et voici un exemple. Donc c'est Colin Piquelin qui, avec sa femme Belon, c'est le cas qu'on a déjà vu tout à l'heure, ils s'engagent, donc ils prennent à ferme les hôtels de la rue de la Courroierie, l'un des deux menace en ruine, ainsi qu'une masure où se trouvait jadis la maison de l'enseigne des chats en la rue de la Teinturerie. Bien. Et on lit dans la note, à payer chacun an durant leur dite vie, étant de 59 ans, franchement et quittement par le dit preneur, par ses oirs, audits religieux, abbés et couvents, à leurs successeurs et ayant cause d'eux, ou aux porteurs de ces lettres, au terme et fête de Noël et de Saint-Jean-Baptiste. C'est le porteur de lettres qui m'intéresse. Ce mécanisme très contesté au XVIIe siècle permettait de détacher l'obligation des parties nommées dans l'acte et de porter l'entente dans le futur. Quiconque se présenterait au preneur de la ferme avec l'acte en main pourrait exiger le paiement des montants dus. En tout cas, c'est la théorie. Il lui suffisait d'exhiber la lettre. Dans les actes scellés, l'expression la plus courante est celle qui contraint le débiteur à remplir son obligation.
au simple serment du porteur de ces lettres, sans autre preuve qu'érée ni demandée. La clause au porteur permettait de dépasser la relation établie chez le notaire, de placer des inconnus dans un avenir et un lieu incertain, en position de créancier et de débiteur. C'était reconnaître à l'acte scellé une capacité agissante, une certaine autonomie acquise par le consentement des parties à en respecter les termes et à en reconnaître la légitimité. Pour le bailleur, la clause au porteur pouvait s'avérer un puissant moyen de collecter des montants non payés si le contrat était cédé à un porteur persuasif. Et je crois que les étudiants d'Orléans étaient justement de ces porteurs persuasifs. Pour le preneur, il s'agissait d'une mesure supplémentaire de sa soumission apparente au bailleur en un temps et un lieu non qualifiés. L'acte, avec sa clause au porteur, matérialisait le lien d'obligation tout en le détachant partiellement des deux parties qui lui avaient donné naissance. La relation sociale était remplacée par une relation abstraite et médiatisée à la fois. À Orléans, les notaires royaux ont rapidement pris la relève des officialités dans la légitimation des contrats entre particuliers après 1303. Mais la présence de la grande école de droit romain du royaume ne suffit pas à faire naître des registres. Il faut attendre 1385 et la création d'une municipalité officielle pour que soient produits et conservés des registres de notaires. Les notaires royaux d'Orléans, membres de l'aristocratie urbaine, disaient avec leurs actes et leurs registres l'appartenance à un groupe grâce au serment et à la promesse, comme le faisaient les féodaux entre eux, comme le faisaient les chrétiens. Ils dessinaient aussi une hiérarchie de ceux qui se soumettaient par l'obligation, le serment, la confession, au bon droit des autres, les uns et les autres reconnaissant la légitimité de l'institution authentificatrice de la prévôté royale. À l'issue de cette enquête, la raison d'être du notariat m'apparaît comme celle d'exposer des relations et de les placer sous la protection et l'autorité d'un pouvoir spécifique, ici le roi, mais aussi la ville. L'écrit notarié dépersonnalisait le contrat. Ce faisant, il en augmentait la portée, réelle et symbolique, en lui donnant un cadre temporel et spatial plus vaste que ne l'aurait fait une convention orale. Il portait en lui une incontestable efficacité, une force de contrainte indéniable, une pression garante de l'ordre social dont les parties jouaient selon leur capacité et leur volonté pour se placer du côté du pouvoir qu'ils contribuaient aussi en retour à légitimer. Aller chez le notaire signifiait entrer dans l'univers du droit, un univers élaboré par les gouvernants pour leurs intérêts, un univers unifié par des pratiques juridiques partagées. Mais n'oublions pas que, comme l'affirmait le juriste Loisel en son temps, les pratiques sociales demeurent celles qui font les pratiques juridiques. Folle est qui se met en enquête, car le plus souvent, qui mieux abreuve, mieux preuve. Je vous remercie. Un double intérêt, d'abord mettre en valeur la capacité des éditions de l'école à prendre en charge des projets d'édition numérique. Je crois que c'est important à rappeler, et même si on a eu quelques petits soucis de technique, de visibilité au départ, on voit tout le potentiel de la plateforme ELEC qui est encore vocation à se développer dans un avenir très proche. Et puis d'autre part, votre exposé est aussi un très bel exposé d'histoire juridique, politique et sociale, et qui montre combien
progressivement, l'ordre social finalement passe d'un ordre essentiellement ecclésiastique à un ordre de plus en plus laïque, et notamment dont les notaires royaux se font l'écho et l'instrument. Donc sans plus tarder, on va passer aux questions dans la salle. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, questions diplomatiques, aux questions plus historiques ou plus juridiques. Voilà, je passe le micro à ceux qui souhaitent se lancer. Ceux ou celles qui souhaitent se lancer. Pour briser la glace, merci beaucoup de cette très belle exposé. J'ai cru comprendre que tu retrouvais les mêmes formules chez des notaires différents. Vois-tu, pressens-tu également l'influence de notre tête de formulaire plus savants? Parce qu'une grande question qui me taraude chez ces notaires qui sont moitié savants, moitié pas savants, c'est l'influence du notariat public tout court et des ponts qu'il y a, de la légitimité que nous avons à couper le notariat de terre coutumière et le tabillonnage, le notariat de terre coutumière avec le notariat public, alors qu'il a tant de canaux, de points de contact. Dans les pratiques, dans le Saint-Manuel, la progressive introduction du Saint-Manuel de quelque chose qui ressemble de plus en plus à un Saint-Manuel. Alors, je crains que ma réponse ne soit pas satisfaisante, mais j'y vais quand même. Les notaires royaux que j'ai regardés, clairement, ne sont pas formés à l'université. Mais le formulaire de leurs actes ressemble clairement à celui des notaires d'officialité qui, eux, sont formés à l'université, à cette période-là, au XVe siècle. Ce que je vois aussi, c'est que les façons de faire de l'officialité orléanaise sont imitées dans le temps. C'est-à-dire que les saints manuels, ils apparaissent d'abord dans les actes d'officialité, et puis 100 ans après, dans ceux des notaires royaux. Est-ce que... mais par ailleurs, je n'ai pas fait la recherche juridique, purement juridique, qui m'aurait permis de répondre de façon satisfaisante à ta question. Je n'ai pas regardé ou analysé étroitement ce qui se faisait dans les premiers actes conservés, les plus anciens que l'on ait, ou ce qui se fait dans le sud ou en Italie. Mais par ailleurs, je vois bien qu'il y a une pratique très, très, très différente. Les notaires d'Orléans, les notaires royaux, ils ne sont pas du tout les mêmes que ceux du Sud, qui ont un autre métier à côté, qui ont la signature publique, enfin, qui cancellent les actes dans les registres. Pour moi, c'est vraiment un autre monde. Mais je n'ai pas fait l'analyse serrée pour pouvoir répondre. Peut-être que M. Rigaudière pourrait, lui, m'en dire davantage. Mon voisin me dit que je suis interpellé. Ouais, un peu. Bon, d'abord, je voudrais vous dire tout l'intérêt que j'ai porté à vous écouter. Je savais déjà... pas tout ce que vous alliez nous dire, mais je le supposais. Et je suis toujours en admiration devant ce que vous et vos collègues canadiens faites. Et chaque fois que je viens sur vos terres, je me rends compte à quel point on doit vous admirer, parce que vous êtes très loin, mais en même temps très près de tous les médiévistes. Et vraiment, nous sommes en admiration devant tout ce que vous nous apportez, tout ce que vous faites et tout ce que nous vous devons. Donc et vous savez, ce n'est pas une grande torture de venir ici. Non, ce n'est pas une grande torture, mais encore faut-il le faire. Bon, vous avez quelques moyens que nous n'avons pas, mais tout de même, je crois que nous vous devons beaucoup d'admiration et de remerciements. Je l'ai souvent dit ici au Canada, et je suis très heureux de répéter ce soir. Alors, votre exposé est effectivement très riche et on pourrait en parler très très longtemps. Alors, il y a quelques points qui m'ont un peu interpellé et qui sont très intéressants. D'abord, sur la typologie des actes. Il y a une chose qui me frappe. Alors, vous nous avez dit qu'il y a 3 grandes catégories d'actes qui sont essentiellement les obligations, les quittances, le crédit. Hein, c'est les 3 grandes catégories qui arrivent en premier. Et ensuite, les ventes et les baux à ferme, si j'ai bien compris. Oui. Alors, ce qui me frappe, c'est que dans votre typologie, il n'y a rien qui concerne les personnes, la famille. Exact. Il n'y a pas de mariage. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà ma question. Est-ce que vous avez examiné, je crois travailler sur 3 fonds notariaux. Oui, est-ce que, voilà,
Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une spécialisation des Non. notaires, les uns étant spécialistes des problèmes du crédit, d'obligation, etc., et les autres du droit familial? Non. Alors pourquoi, à votre avis, il n'y a rien sur la famille et sur les personnes en général? Pas seulement la famille, mais les personnes en général. C'est quand même très curieux, parce que le propre du notaire, c'est quand même d'enregistrer des contrats de mariage, des testaments. Ouais. Je crois que j'ai 2 testaments et 4 contrats de mariage en tout sur 2150. Donc c'est insignifiant. Donc c'est complètement, c'est pas là. C'est clair que c'est pas là. J'aurais aimé avoir les actes des registres de l'officialité, mais ils ont tous été détruits en 1940 avec l'incendie des archives. Donc ça, je les ai pas. Donc vous avez tendance à penser que c'est peut-être l'officialité en l'espèce qui est spécialiste pour ce genre de contrat. Oui, je crois que testament et mariage, c'est là que je les aurais trouvés, en effet. Maintenant, l'intérêt de cette démarche, je crois, c'est de permettre justement une comparaison. Quand les historiens cherchent que les mariages, ou que les apprentissages, ou que les fermes, ou que le crédit, etc., on peut rien comparer. Tandis que maintenant, là, on peut comparer. C'est un peu ce que faisait Audizio aussi, quand il disait, là, on va faire une typologie, et puis on va tous s'y coller, et puis on va pouvoir comparer. Sauf qu'il comparait dans son coin, plus ou moins. Là, je crois qu'on va pouvoir le faire. Il y a une spécialisation des notaires. Mais elle n'est pas dans le type d'acte, elle est dans leur clientèle. Il y en a un, Jean de Recoing, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Contamine a travaillé dessus parce que Gilles de Ré est tout le temps chez Jean de Recoing. Jean de Recoing, c'est le notaire d'Andy. Il a un registre qui couvre, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas ça qui le fait vivre, c'est clair. Mais il a tous les grands de la société orléanaise viennent chez lui et puis de temps en temps, il fait un acte très, très, très joli. Il l'inscrit dans son registre. Alors lui, c'est clair, il travaille avec le top du top de la société orléanaise. Et puis, il y a Pierre Christophe qui travaille beaucoup avec les fermiers. Et puis, il y a Guillaume Giraud qui, lui, travaille beaucoup avec les institutions religieuses. Donc, ils ont une spécialisation, mais ils font tous le même type d'acte. À Orléans, c'est ça qu'on fait. Ce serait intéressant de voir un peu plus tard ce qui se passe, parce que les officialités n'ont plus la même place, mais évidemment, ce n'est pas votre problème, au moins pour le moment. Et je pense que et je pense qu'au XVIe siècle, alors là, du coup, une fois que l'état civil est établi, là, ça va bien, ça roule, et puis on retrouve toutes ces choses-là. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a très peu de ventes, finalement. Enfin, la possession n'est pas là. Le crédit et l'obligation. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapport asymétrique. Merci. Sans monopoliser la parole, peut-être un deuxième grand point qui, je pense, est très, très intéressant dans les statistiques que vous avez données. Promesse, serment et confession. Ouais. Alors, promesse, ça va tout seul. Ça va tout seul, et vous avez dit 250, une occurrence sur 287. Confession, c'est à peu près la même chose. Serment, c'est beaucoup moins. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un acte notarié est un acte sous serment? Ça n'est pas très classique. Alors, est-ce que vous pouvez, vous, d'après vos documents, l'affirmer? Et comment ce serment est exprimé? Comment est-il prêté? Est-ce que vous avez des précisions? Parce que dire la foi du serment... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Faudrait que... on va aller voir. Est-ce qu'il y a parfois mention d'un serment effectivement prêté devant notaire? Est-ce qu'on peut dire qu'un acte notarié est un acte sous serment? Personnellement, je ne le crois pas. Alors, là, il faudrait que j'en trouve un rapidement, mais je vais pas perdre mon temps à le chercher. Ce qui me fait dire qu'il y a un geste et donc un serment, c'est que on dit il promet par sa foi et sa main. Serment de son corps aussi peut-être, non? Serment de son corps, mais c'est surtout la main qu'on voit faire. Alors, est-ce qu'on peut s'obliger par la main seulement ou est-ce que si on prête... Dans mon esprit à moi, dès que je voyais la main et la foi, il y avait le serment. Je me trompe?
Tu n'es pas d'accord? La vie promesse. Bon, oui. J'ai l'impression que promesse revient dans presque tous les actes, enfin dans la majorité des actes, et serment quand même assez rarement. Et ce qu'il est question de la foi jurée non respectée, c'est le parjure. Alors, est-ce qu'on va jusque-là? Je ne crois pas qu'on puisse placer un acte notarié à ce niveau-là, surtout à cette époque, il me semble. Ce qu'il faudrait faire, alors, c'est que je fasse une analyse plus serrée des termes, même dans les actes, qui ne restent pas dans les notes. Parce que les notes, c'est fluctuant. Vous savez comme moi qu'entre une note qui dit ça et un acte qui fait ça, il y a tout ça de texte qui n'est pas dans la note. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je reprenne tous ces actes que j'ai pour voir exactement la terminologie. Mais là, elle est là tout de même, la foi. Non, mais d'accord. Si c'est pas un serment, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une matérialisation de l'acte? Toutefois n'est pas jurée. Alors elle serait quoi si elle n'est pas jurée? C'est quoi une foi qui n'est pas jurée? D'accord, mais comment tu la mets, la foi non jurée? C'est la bonne foi. C'est la bonne foi, mais ça n'est pas la foi. C'est quoi? C'est la vraie foi? Ah, la bonne foi. Oui. Non, vas-y, c'est à ça que ça sert. Pour qu'il n'y ait pas serment, notamment pour que les clercs puissent justement promettre, s'engager sans avoir recours à ça. Quand tu n'as pas Juramentum ou serment, c'est pas ça. Il y a d'autres types d'engagements. Donc, ok, à nuancer. Je m'arrête parce que je pourrais vous questionner longtemps et je vous remercie et je vous félicite en même temps. Merci. Je vais passer la parole. Oui, ben pour poursuivre sur cette question-là, parce que c'est une question extrêmement importante, parce que tu as parlé disons, du remplacement du pouvoir royal qui remplace le pouvoir ecclésiastique. Et justement, le serment, c'est l'endroit clé où il y a peut-être des frontières à ne pas franchir. Et il me semble, et là peut-être que je me trompe, mais on a déjà eu une discussion, tu as très peu, si je me souviens bien, de serments faits sur les évangiles. Ah ben dans les notes, je les aurais pas, c'est sûr. Parce que c'est ça la pièce clé, c'est le serment sur les évangiles qui implique, s'il est faux parjure, et qui implique qui ne peut être justiciable, je crois, que des tribunaux ecclésiastiques. C'est là qu'il faudrait comparer les deux formulaires. Et donc, moi, je ne serais pas prêt facilement à dire jurer, serment, que ça correspond à un serment de type canonique qui prend Dieu à témoin. Mais est-ce que tu n'en as pas un ou deux de serments sur les évangiles? J'essaie de me rappeler une discussion qu'on a eue il y a très longtemps. Non, pas dans les notes, en tout cas. Pas dans les notes. Non, pas dans les notes. C'est toujours la foi et la main. Oui. Mais là, si vous me dites que la foi et la main, c'est un mini-serment. C'est un sous-serment. Non, ça peut être un serment laïque, en fait. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est un serment laïque. Le mot serait très mal choisi, mais en tout cas, c'est un serment non canonique. Ouais. Oui, alors moi, juste pour venir au secours de Cookie chez les notaires du Châtelet de Paris, alors on n'a pas autant de documents, etc. Mais ils disent pas parfois, ils disent jurer, quoi. Et ils jurent, mais alors c'est pas les mêmes types de contrats. Alors ils jurent pas, ceux-là, ils jurent. Le mot jurer est pas là. Oui, mais je pense que ça renvoie au même type de pratique, à mon avis. Ouais. Mais simplement, ils jurent plutôt pour les ventes de biens que pour les obligations. C'est-à-dire l'emploi du mot jurer quand il est... Et il apparaît effectivement, et ça apparaît dans les minutes notariales de la fin du 15e, de la deuxième moitié du 15e siècle. C'est promet, oblige, renonce et parfois jure. Donc ils n'ont pas de problème. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement de problème à prêter des serments. Alors peut-être des serments qui peuvent sembler en droit canonique un peu second. Enfin, et par ailleurs, en justice, à l'audience du Châtelet, on prête serment pour faire certaines choses. Donc il me semble que dans des juridictions laïques, on peut prêter serment pour tout un tas de transactions en réalité. Voilà.
Mais les, Oui, mais notaires, le notaire mais les notaires, ils officient au Châtelet. Oui, hein, oui, pendant le notaire, c'est un... Non, mais Non. Mais ça reste un rouage de la justice, tout de même. Ouais. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que c'est un rouage de la justice? Un auxiliaire. Ouais. Je ne sais pas, il est enquêteur quand même. On l'envoie enquêter. Vous allez me dire comme le sergent. Ouais. Ah, mais j'ai pas dit que c'était un juge. Non, 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 non. Oui, je vous en prie. Ça vient seulement pour moi d'une expérience qui est assez limitée, mais il me semble que dans les actes de la pratique bordelaise ou aquitaine au XVIe siècle, on trouve très souvent les mentions de serments ou sur les évangiles de Dieu notre Seigneur dans les actes. Le peu que j'ai pu prendre au hasard pour des motifs essentiellement paléographiques, donc c'est un billet ça ne ressort pour moi d'aucune. Il me semble quand même que pour le peu d'actes que j'ai eu l'occasion de trouver dans cette époque, on trouvait une formule de ce type de façon assez fréquente. Alors elle était sans doute... est-ce qu'elle était... originale? Est-ce qu'elle avait quelque chose? Est-ce qu'elle emportait des conséquences particulières? Ou est-ce que c'était simplement du formulaire? J'aurais un peu de mal à dire, mais je n'ai pas vraiment de référence à donner, mais j'ai quand même le sentiment, enfin pour moi c'est une formule qui résonne assez familièrement, ces évangiles, sur le serment prêté sur les évangiles de Dieu notre Seigneur, et je rattache ça plutôt à un contexte aquitain de la première moitié du XVIe siècle. Mais tout ça, je vous le dis comme... oui, non, je retiens. Sous toute réserve de... faudrait que je vérifie mes références. Oui, merci. Merci. On va y arriver, vous allez voir. Arnaud. Merci beaucoup pour la conférence. Je me demandais si, lorsque les personnes se présentent devant le notaire, si la présentation devant le notaire est toujours quelque chose de consensuel ou si des fois on traîne quelqu'un presque de force pour faire un acte. Ah, ça, c'est une bonne question. Mon sentiment, là, mon intuition, c'est qu'on traîne des gens. Surtout quand ils doivent beaucoup d'argent. Je crois que les étudiants qui faisaient des choses avec des débiteurs les traînaient éventuellement. On voit... Alors, comme c'est une institution qui est censée être volontaire, gracieuse et volontaire, c'est très rare qu'on voit de la bisbille. Mais de temps en temps, il y a des petits glitches comme ça, là, des petites anomalies. Il y en a un, par exemple, c'est un type qui arrive chez le notaire et on lui dit « Bon, tu dois tant d'argent, alors là, ça suffit. D'ici à la semaine prochaine, tu payes ça. Sinon, on fera un acte notarié. » Donc, pour l'instant, c'est dans la note, ça va, pas trop de pression, mais si tu continues à pas payer, on va faire un document. Et là, on voit bien qu'il y a un moyen que l'écrit est un moyen de pression, que l'écrit a une performativité, un rôle à jouer dans une force, tu vois, une certaine force de persuasion. Je crois que quand on donne aux étudiants, et vraiment on leur donne, quand on leur transfère pas, on leur donne des reconnaissances de dette, eh ben c'est ça qu'on fait aussi, on met un puissant pour aller chercher l'autre. Alors là tu me dis oui mais c'est de l'exécution, mais c'est la même chose quelque part. En amont de l'exécution, il y a d'abord le passage chez le notaire. Et l'autre élément qui me paraît indiquer que des gens sont là plus ou moins volontairement, c'est les cas d'accord.
deux parties qui sont vraiment bisbilles. Et là, ils arrivent chez le notaire et on entoure ça avec de l'amour et de l'amitié. Et tout le monde, il est heureux. Et oh là là, qu'est-ce qu'ils s'entendent bien. Et plus c'est grave et plus ils sentent, tu vois, plus on met les mots de la concorde. Et ben, si on fait ça, il me semble que c'est parce qu'il y a un des deux qui est pas content. Tu vois, alors oui, je suis pas convaincue que les deux sont toujours très contents d'aller là. Surtout qu'il s'agit de crédit là. Hein. Ouais. Quand on va chez le notaire, quelque part, c'est aussi pour supprimer une sorte de dette structurelle, parce qu'on dit c'est fini, tu rembourses, tu payes, et les deux sont libérés du lien qu'il y avait avant. Je ne sais pas s'ils en sont libérés ou si le lien n'est pas encore plus fort. Parce que là, maintenant, il est publicisé, il est public. C'est écrit. Hein, les écrits restent, on sait bien. Enfin, ça nous dit pas pourquoi tous ceux qui vont pas chez le notaire n'y vont pas. Hein. Non. Jean-Luc? L'instrument tout le temps au Châtelet. Ah, alors là, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. D'après les actes, d'après ce que j'ai compris, et d'après les actes, il est tout le temps au Châtelet. Les rares fois où on dit où il est au Châtelet. On va le trouver au Châtelet. Le cordonnier là qui voulait faire parler son maître, il est allé au Châtelet chercher Christophe et l'a amené ensuite. Les recluses, là, on dit bien que le notaire se déplace chez elle. À chaque fois qu'il se déplace, on dit. Alors, moi, je me dis, si on ne dit pas qu'il se déplace, ça veut dire qu'il est là où il est censé être, à savoir au Châtelet. À la toute fin du XVe siècle, il y a une mention d'un notaire qui travaille chez lui. Et là, on le dit. Mais une mention, une fois, un notaire. Est-ce qu'à la fin du XVe siècle, ils ont quitté le Châtelet pour aller s'installer chez eux? Je suis convaincue qu'ils sont au Châtelet, qu'ils ont une salle au Châtelet. Oui, ça sans doute. Ils ont une chambre au Châtelet, mais ils sont quand même assez nombreux et je ne les vois pas travailler en open office. Si, moi je crois que oui. Ils ont un couloir. Et j'ai l'impression, ils sont peut-être pas tous les 15 toujours là en même temps, mais ils assurent une permanence à plusieurs. Et cette permanence, elle se fait là. Je soupçonne quand même, mais j'ai aucun moyen de le prouver, qu'ils travaillent quand même beaucoup chez eux, pas simplement pour copier leur registre, mais qu'il doit leur arriver d'instrumenter chez eux et d'être requis par des particuliers chez eux. On doit savoir où se trouvent dans la ville les différentes choses. Eh bien, il n'y a aucune mention de ça. Jamais. Jamais. Moi, je crois que ça, c'est l'image du notaire du Sud qu'on a. Et qu'on essaye d'appliquer. Parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils sont où, les tiens, Julie, à Paris? Ils sont. oui, mais non. Non. Oui, à Lyon, ils ont leurs études. À Paris, ils n'ont pas. Ils sont au Châtelet. Ouais. Ouais, moi aussi j'ai ça. Quelques sombres, humides, soyeux, inconfortables quand même. Parce que passer 8 heures au Châtelet, j'imagine, dans le couloir qui mène à la chambre, pour les rhumatismes, ça doit être c'est quand même bien mieux chez soi, c'est un peu mieux chauffé. Les jours d'hier, peut-être avec une atmosphère un peu plus saine qu'une vieille forteresse. L'entretien n'est pas toujours parfaitement assuré. Alors oui, c'est important pour eux d'avoir leur chambre là, en somme leur siège social. Mais pour le travail au quotidien, je pense que c'est lié à l'évolution de leur statut. Oui. Et de leur nom. Oui. Et de leur fonction. Absolument. Oui,
Oui, oui. Et vous voyez, c'est très très tard, c'est 1432 où ils apparaissent dans les actes. Ils gagnent un tout petit peu d'autonomie là, 1432. Mais avant ça, ils sont clairement sous l'autorité du garde des Sceaux, du prévôt. Pour moi, c'est clair qu'ils sont au Châtelet, avec les sergents qui sont là aussi. À propos du garde-celle, Oui, est-ce que il est là. Il est là. bon, c'est pas évidemment dans les actes qu'on peut apprendre grand-chose sur le garde-celle, ses relations avec les notaires. Non, mais dans le registre, quand il est là, en début de chaque année à Pâques, on rappelle qui est le prévôt. L'année commence et on rappelle qui est le prévôt et qui est le garde-celle. Donc on pourrait les suivre là, savoir qui ils sont à tout moment. Ils sont là. Et comme il n'y a pas de registre à Paris, on ne peut pas mesurer l'influence parisienne qui peut s'exercer sur l'Orléans. Bah, nos actes, ils se ressemblent pas mal quand même, ceux de Julie et les miens là. Et les sceaux sont les mêmes. Oui, 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 oui. Ouais. Non, il y a une influence, c'est clair. Ouais. Mais ils font tout un siècle plus tard. Les siens innovent sauf pour les registres. Sauf pour les registres. Mais ça, je pense que c'est la ville. Vraiment, c'est la ville qui joue un rôle. Et à Paris, la bourgeoisie n'a pas du tout la même place, les mêmes fonctions qu'elle a à Orléans. Moi, je suis convaincue que si on faisait l'histoire des notariats en comparatif, on les verrait apparaître avec les villes. On les verrait en Italie, on les verrait en Flandre, on les verrait apparaître partout où les villes se mettent en place. Ça, c'est mon intuition. Mais bon, il faut faire le travail maintenant. Une thèse, quelqu'un ?